diable faut-il toujours la défendre? Contre qui et comment? Langue française, attention, péril. À force de le lire et de l'entendre, cela semble admis. La langue française serait en péril, elle se dégraderait. Pour lutter contre cette dégradation, on trouve une offre pléthorique de livres, des manuels ou des pamphlets qui nous expliquent comment parler ou écrire le bon français, avec une passion particulière pour les fautes que tout le monde fait. À les lire, on acquiert vite la conviction qu'il serait impossible d'éviter les fautes quand on parle ou écrit en français, et on se sent vite coupable de contribuer à massacrer cet outil trop subtil pour nous. Alors, on redouble d'efforts. Et on s'impatiente. Et si le problème c'était surtout les autres? Pourquoi les autres font-ils si peu d'efforts? Pourquoi si peu de gens se soucient-ils des dangers qui guettent notre langue? Les ouvrages alarmistes finissent par nous convaincre qu'il faut défendre le français, non seulement en évitant de faire des fautes, mais en prenant les armes contre diverses menaces ou maladies graves ou mortelles. Les argots, les anglicismes, les barbarismes, le langage SMS, le politiquement correct, etc. Disons-le d'emblée, rien d'original là-dedans. Si la veine des ouvrages alarmistes sur le français en danger a été ouverte dans le domaine commercial au début du XXe siècle, les arguments et les termes des débats datent généralement du XVIe siècle, rien que cela. Geoffroy Tory de Bourges dans Champfleury, 1529, et John Palsgrave dans l'éclaircissement de la langue françoise, 1530, tempête déjà contre la dégradation et la décadence du français, envahi par des latinismes et des italianismes prétentieux et par des mots venus du jargon du bas peuple et adoptés par les gens de la cour. Geoffroy Tory s'élève contre le danger des inventeurs et forgeurs de mots qui pervertissent et corrompent le français et appelle déjà en 1529 à purifier la langue pour la sauver. Contre ces corrupteurs, il appelle à prendre comme modèle les auteurs incontournables qui ont su donner au français un style de grande majesté. Chrétien de Troyes, Jehan Linévelois, Hugon Méry, Arnoul Graban. Si ces références peuvent aujourd'hui sembler bien désuètes, l'idéologie puriste appliquée à la langue française n'a pas pris une ride et se retrouve dans les discours conservateurs actuels. Ce qui est radicalement changé, c'est le public visé. Geoffroy Tory et John Palsgrave s'adressaient à une minuscule élite et n'avaient cure de l'ensemble des gens qui parlaient français. Les discours conservateurs actuels ont progressé au moins sur ce point. Leur élitisme est rarement explicite. Et pourtant, de fait, l'élitisme reste un moteur qui alimente beaucoup de discours sur la langue. Il s'agit toujours de se distinguer des autres, de celles et ceux qui parlent et écrivent mal. Mais quel but poursuit-on exactement en attirant l'attention sur les fautes? S'agit-il vraiment de diffuser des connaissances ou de s'assurer de rester entre soi en repoussant les souillures venues de l'extérieur? Oser s'interroger sur la langue. Défendre la langue française est devenu un prétexte facilement recevable pour tempêter contre la société contemporaine, décadente, forcément décadente. L'attachement à la langue est souvent brandi, mais à les lire de près, on ne sait pas très bien ce que les armées de puristes grincheux aiment dans la langue. Quelques arguties orthographiques, quelques mots ou prononciations devenues désuètes, l'imparfait du subjonctif ou le passé simple. Et encore, il s'agit souvent d'un attachement théorique. Le 20 novembre 2018, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, auteur de grandes tribunes sur l'importance du passé simple, dans lesquelles il regrettait le manque d'ambition de l'école primaire sur la conjugaison, Le Parisien, 15 avril 2018, s'est révélé incapable lors d'une dictée surprise de conjuguer le verbe courir à la première et à la troisième personne du passé simple. Une belle illustration de la différence entre discours sur la langue et pratique de la langue, et même entre pratique personnelle de la langue et l'idée que l'on s'en fait. Revenons à la réalité. Pourquoi la langue change-t-elle? Si les règles de grammaire varient, qui décide des changements? Sur quoi se met-on d'accord quand on définit une politique linguistique, par exemple pour l'école? Comment une norme s'établit-elle? Qui partage la connivence sur ces décisions et qui en est exclu? En tant qu'enseignantes et chercheuses, nous entendons partager nos méthodes. La langue française, comme entité figée, dotée d'une essence abstraite, n'existe pas et ses règles ne tombent pas du ciel. Elle doit être replacée dans une histoire et soumise à une analyse critique.
diront pas ce qu'il faut écrire, dire ou penser, mais réflexives, scientifiques et politiques. Bon nombre de personnes ont un mauvais souvenir de la grammaire et pour cause. On invite les élèves à apprendre par cœur des catégories et des règles quelquefois bien contestables. Trouver le complément circonstanciel. Dire la plupart veulent et non la plupart veut. Dire aller chez le coiffeur et non au coiffeur, sans chercher à comprendre leur logique ou leur évolution dans le temps. Et surtout, on les dissuade bien de songer que ces règles peuvent encore changer. La langue française et notamment la grammaire, pour beaucoup, ça s'apprend par cœur, c'est tout. Ce serait un objet qui ne nécessiterait ni réflexion ni remise en question. Nous nous inscrivons en faux contre cette façon d'enseigner la langue. Ce qui fait vraiment la langue française, c'est son histoire, son institutionnalisation, sa diffusion, les polémiques et les revendications qu'elle a pu susciter, ne méritent pas d'être passées sous silence. Présenter la langue comme si elle n'avait pas d'histoire, notamment politique, comme si elle était un phénomène de la nature et non une pratique sociale, peindre la langue uniquement comme un trésor abîmé et réduire son histoire à des anecdotes disparates, ce ne sont pas seulement factuellement erronés, c'est un choix idéologique. Il permet d'interdire l'accès au débat linguistique au plus grand nombre. Il permet de dessaisir les francophones d'une partie de leur pouvoir. Il permet de faire passer des choix politiques pour une simple fatalité. Or, la langue française n'appartient pas à l'Académie ou aux équipes de rédaction des dictionnaires. Elle appartient à toutes ses locutrices et à tous ses locuteurs. Elle n'est pas un domaine réservé à des experts, d'ailleurs souvent contestables, car l'expertise n'empêche pas d'avoir des biais politiques ou d'être de mauvaise foi. Ensemble, nous pouvons entretenir notre goût, prendre goût à manier notre langue, et nous pouvons oser interroger sur ses rouages, définir la langue, décrypter les enjeux, raconter des histoires. Nous ne prétendons pas ici traiter tous les aspects importants de la langue, de son histoire, de ses grammaires. Il faudrait plusieurs volumes, mais nous souhaitons montrer à quel point les débats sur ces sujets sont passionnants et nous concernent toutes et tous. À quel point ils renvoient à notre identité et à notre citoyenneté. Et nous espérons donner envie d'aller plus loin grâce à des suggestions de lecture après chaque chapitre. Notre objectif est triple, définir la langue et les notions linguistiques de base, décrypter les enjeux sociaux et citoyens liés à ces questions de langue, et pour finir, raconter quelques histoires situées à différentes époques de l'histoire du français. À ces trois objectifs répond la structure en 3 parties de cet ouvrage, mais les ponts entre définition, pratique et histoire sont bien entendu nombreux. La première partie, qu'est-ce qu'une langue, pose des bases nécessaires pour comprendre le champ linguistique et pouvoir faire la part entre ce qui est linguistique, arbitraire ou politique. Il s'agit de distinguer ce qui est stable et ce qui peut davantage prêter à débat. La deuxième partie, au nom de la langue, met en lumière des aspects politiques et idéologiques souvent ignorés ou caricaturés dans des discours qu'on a pris l'habitude d'accepter sans critique. Enfin, dans la troisième partie, langue et débat, promenade dans les histoires de la langue, nous avons choisi d'éclairer quelques périodes clés qui alimentent la mythologie courante autour du français. De plus, les focus dont nous avons parsemé nos chapitres permettent d'approfondir un point précis, particulier, et révèlent, nous l'espérons, la myriade d'enjeux souvent historiques, sociaux et idéologiques que peut cacher une question apparemment anodine ou qui semble trop facilement aller de soi. Pour alléger la lecture, nous avons inséré un glossaire final. Il permet de donner accès facilement à quelques définitions. La langue fait partie des éléments qui contribuent à maintenir un système social ou à le changer. Il n'est donc pas surprenant que ce soit un domaine traversé par des clivages politiques. Ce sera toujours un terrain de débat. La rédaction de cet ouvrage représente pour nous une démarche citoyenne. Le français est à nous ne veut pas être un simple slogan, mais l'invitation à entamer une démarche d'appropriation collective